Georges Tron, on va commencer par une question quasiment de cours, un petit peu comme à l'oral de l'ENA. Comment peut-on être dans le climat actuel à la fois sarkozyste et villepiniste? En gardant sa liberté d'esprit et sa liberté d'exprimer les choses telles qu'on les ressent. En ayant un exemple précis à l'esprit, par exemple. Parce que la guerre fait rage entre les deux. Le climat. Et vous étiez très proche de l'un et maintenant vous êtes dans le gouvernement de l'autre. Oui, j'avais d'ailleurs prévenu Dominique de Villepin que je rentrerai au gouvernement, rentrerai à IS si Nicolas Sarkozy me le proposait. Il l'a fait sur un dossier sur lequel je travaillais depuis pas mal d'années. Je suis très bien au gouvernement, j'ai aucune difficulté pour y travailler. Et en même temps, je le répète, je suis convaincu qu'on a besoin dans la majorité de Dominique de Villepin. Est-ce que vous croyez à l'hypothèse d'une grève générale? Puisque les syndicats vont se réunir, il y a donc la manifestation le 23 septembre. Est-ce que vous pensez qu'on peut aboutir, étant donné le climat aujourd'hui, à une grève générale? Je ne pense pas que les Français y aspirent et donc je ne pense pas que les syndicats la décideront. Je ne pense pas que les Français y aspirent parce que quelles que soient les controverses sur la réforme des retraites, tout le monde est bien conscient qu'elle est indispensable. On peut en contester le principe, on peut ne pas en contester le principe tout en cherchant à en améliorer les modalités. Une grève générale, c'est un peu l'arme nucléaire. Je ne pense pas que les Français soient dans cet état d'esprit. Dans les conversations que vous avez avec les syndicats, vous n'avez pas le sentiment que du côté de Thibault, du côté de Chérèque et de la CFDT, parce que c'est ce que réclame une partie des syndicats quand même. Oui, mais il y a toujours une volonté d'essayer de faire un peu de surenchère par rapport à son voisin, dans la mesure en plus où il y a des élections pendant 2-3 ans dans le domaine syndical. Je crois très clairement que les syndicats aujourd'hui ont compris que cette réforme était indispensable. Et à partir du moment où ils l'ont compris, je ne vois pas en quoi le fait d'appeler à une grève générale pourrait d'une part modifier la structure même de la réforme des retraites, et je fais en particulier allusion aux mesures d'âge, et pourrait correspondre à ce que les Français attendent. Question précise, François Hollande hier sur TV5 Monde a exprimé sa quasi-certitude que le président de la République était intervenu pour l'interruption donc des travaux à l'Assemblée et le vote. Vrai? Où François Hollande se trompe absolument. Il n'a d'ailleurs participé que très partiellement au débat sur la retraite. On l'a vu intervenir exactement 5 minutes sur un débat qui a quand même duré 1 semaine et demie. Le président de la République n'est absolument pas intervenu. Et comment vous pouvez en donner une preuve ce matin? Je peux vous donner en tout cas le témoignage parce que j'ai passé tout le débat à côté d'Éric Woerth. Les choses se sont passées de la façon suivante. À 6h du matin, hier, alors que le débat s'était déroulé dans de bonnes conditions, nous avons eu un événement qui a d'ailleurs échappé à peu près à tous les observateurs, c'est-à-dire que les orateurs... 6h du matin, c'est assez normal. Oui, mais enfin nous y étions. Nous étions dans la situation où les orateurs de gauche ont pris la parole pour vider leur temps de parole. C'est-à-dire qu'on a eu des... Mais c'est le règlement. On a eu des exposés qui n'avaient plus rien à voir. Et puis une fois qu'ils ont vidé leur temps de parole, il y a eu toute une série d'incidents qui ont été créés et qui ont détourné en réalité le débat des retraites vers des débats de procédure. Le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a décidé immédiatement et en réaction à ce qu'il constatait, lui-même, de prendre la décision de ne pas permettre que les 180 orateurs socialistes pour 5 minutes viennent nous refaire le débat. Mais c'est le président de l'Assemblée nationale devant nous ministres qui n'avions rien à dire sur le sujet, on l'a vu, le président de l'Assemblée nationale le décider. Et je vais même vous faire une confidence. C'est tellement vrai que quand ça a été décidé, plusieurs d'entre nous, Éric Woerth comme moi-même, nous sommes interrogés pour savoir si on ne prenait pas un risque constitutionnel. Et le président Accoyer a dit, j'ai bien vérifié cela, je prends moi-même cette décision. Donc je puis vous assurer que c'est lui et lui seul qui a décidé. Georges Tron, est-ce que c'était une politique de non-sens, cette politique des Roms? Est-ce que le président fait son métier? Le président... Un peu raide le matin, de faire le grand écart entre les deux. Non, mais j'ai aucune difficulté et je voudrais vous... À faire le grand écart, si, c'est très compliqué. Bon, alors je vais quand même essayer de vous montrer que je suis souple. Quand on est dans la situation où il y a une France qui maintient, et c'est un des seuls pays à le faire à ce niveau-là, des avantages sociaux qui sont donnés indistinctement aux ressortissants français, aux ressortissants étrangers, on doit bien mesurer qu'il y a un formidable appel d'air chez nous. Cet appel d'air, c'est une politique déterminée, c'est une politique qui est voulue et qui consiste à penser que notre tradition de terre d'accueil doit être maintenue. À partir du moment où les choses sont dites ainsi, il faut bien comprendre que de demander, comme le fait le gouvernement, l'application de la loi et l'application des jugements qui sont prononcés contre des occupations illégales de terrain, c'est exactement le boulot d'un gouvernement et d'un sur président. le plan technique, tout le monde le comprend, mais le problème, c'est d'en faire le symbole de la politique du gouvernement après le discours de Grenoble. Mais c'est pas un symbole. Mais c'est ça que reproche c'est là-dessus que Viviane Reding attaque, c'est là-dessus que la presse internationale attaque. Oui, enfin, sauf que la presse internationale, et surtout les Américains d'ailleurs, sont pas forcément les mieux placés pour nous donner des leçons dans ce domaine-là. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec Dominique de Villepin? Non, mais sur ce point, pas le moins du monde. D'ailleurs, c'était les Américains, je suis pas d'accord. Les Américains donnent des leçons
la terre entière sur tous les sujets, qu'ils commencent par appliquer à eux-mêmes les règles qu'ils voudraient que les autres appliquent. J'en reviens au sujet fondamental. Le discours de Grenoble que vous évoquez, c'est quoi? C'est la réaction du président et du gouvernement à une délinquance, et je ne parle pas des problèmes d'expulsion des Roms là, à une augmentation, non pas en volume, mais en gravité de la délinquance. On a aujourd'hui des forces de l'ordre, et je voudrais être insistant là-dessus, qui sont l'objet d'agressions. C'est ça le discours de Grenoble, d'une violence inouïe. Inouïe. Il y a eu 25 policiers qui ont été tués dans l'exercice de leur fonction l'année dernière. Il y a 13 500 policiers et gendarmes qui ont été blessés. La délinquance évolue, la loi évolue. C'est ça le discours de Grenoble. Mais d'accord, mais tout le monde l'a entendu ça, mais c'est pas une raison peut-être éventuellement, c'est une question avec un point d'interrogation, encore une fois, c'est pas une raison pour en faire le cœur de la politique, parce que tous les commentateurs, vous lisez les journaux comme moi tous les matins, tous les commentateurs considèrent que tout ça a été fait, un, pour des raisons techniques, et deux, pour des raisons politiques. Et c'est sur la politique que les reproches sont adressés à Nicolas Sarkozy. Que ce soit fait pour des raisons politiques ou techniques, il y a une seule question qui vaille, et la question est la suivante, est-ce que oui ou non, il faut réagir par la loi à une évolution de cette délinquance? Mais est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que cet après-midi, ça va bien se passer avec la Commission européenne dans la perspective d'un G20 dont il doit assumer la présidence dans un an? Mais j'en suis absolument certain. D'ailleurs, j'ai entendu, comme vous hier soir, Madame Reding émettre des regrets en langage diplomatique. Oui, mais les menaces, elles existent toujours. Mais les menaces de sanctions, elles existent. Mais les menaces existent, mais la politique de la France étant une politique qui suit précisément, et Barnier l'a rappelé hier après-midi, la législation européenne dans ce domaine, je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Revenons à la question du début. Merci de répondre brièvement. Le meilleur candidat en 2012 pour la droite, c'est Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin ou François Fillon? Ce sera évidemment celui qui sera en position de gagner. Le président je reconnais que vous êtes très souple. Oui, je ne vais pas répondre par définition avant qu'eux-mêmes ne se prononcent. Mais je reviens à la question de base, c'est d'avoir un seul candidat dans une majorité qui soit unie, dans laquelle Dominique de Villepin, où je le souhaite de tout cœur, je fais tout mon possible. Et vous y croyez à la réconciliation Sarkozy-Villepin? Écoutez, que j'y crois pas, c'est quelque chose qui est pas très important, mais que je fasse tout mon possible pour la réaliser, la réponse est oui. Mais bien sûr que je la souhaite.